Bon, bah, ça y est, on commence alors. Merci d'être venu à cette talk juste en début d'après-midi où les envies sont plutôt des envies de sieste que des envies de voir un talk. On va essayer que ça se passe le meilleur possible et que malgré le confort de sieste, vous ne finissez pas endormi. C'est toujours le risque. C'est plutôt perturbant, je ne vous vois pas, je vois que des lumières énormes qui m'aveuglent. Oh, j'ai entendu quelques rires, ça va. Je commence par me présenter, je m'appelle Horacio González. Si vous vous concentrez un petit peu, vous arrivez peut-être à percevoir un petit accent. Ça vient de fait que je suis espagnol et malgré 20 ans en Bretagne, l'accent n'a pas bougé. Ça tombe bien, moi non plus. Donc, je travaille chez OVH à Brest, non pas à Roubaix comme on pourrait supposer, et je m'occupe des relations avec les développeurs, c'est-à-dire de venir vous parler de conférences, de participer à des meetups, de collaborer avec les communautés, de faire de l'open source, de récupérer des feedbacks. Et en gros, mon travail, c'est que la prochaine fois que vous aurez une application à déployer ou une infrastructure à monter, plutôt que vous dire tiens, je vais aller chez l'un ou l'autre des GAFA ou d'un cloud chinois, vous dites tiens, pourquoi pas chez OVH? En parlant d'OVH, bon, on est à Lille, donc j'imagine que vous connaissez tous plus ou moins OVH, c'est ça? Ouais, non, peut-être? Ouais, OVH, c'est une petite boîte de Roubaix, à peine de 1000 personnes, mais qui est aujourd'hui la première cloud européenne et un des plus grands clouds de hosting au monde, avec voilà, des chiffres impressionnants. Je vais faire comme si ce n'était pas filmé, je ne vais pas vous lire tous ces chiffres-là. J'espère qu'après, on ne va pas me dire ah, mais tu n'as pas rappelé qu'on a 1,3 million de clients en plus de 133 pays. Parce que ce qui est intéressant, voilà, c'est à part aussi qu'on a plein de produits, on a eu plein de prix, c'est qu'aujourd'hui, côté OVH, on a un spectre assez complet de produits. Vous, en tant que développeur ou DevOps, vous pourrez trouver plus ou moins tout ce qu'il vous faut. Donc, comme je vous disais, un conseil, la prochaine fois, avant de partir directement chez notre fournisseur, passez par notre site web, jetez un œil, parlez avec nous, touchez-moi un mot sur Twitter ou d'autres. Vous pourriez avoir quelques surprises autant au niveau de ce qu'on propose qu'au prix auquel on le propose. Donc, n'oubliez pas. Donc, je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'une petite librairie, une petite bibliothèque qui s'appelle Capacitor. Ça pourrait être vu comme un sujet un peu niche. Tiens, mais pourquoi centrer tout un talk sur cette bibliothèque? Parce qu'elle est assez intéressante. Elle vous permet, avec très peu d'efforts, prendre une appli web que vous savez déjà développer et la mettre à disposition de vos utilisateurs dans les Play Store et dans les Apple Store. Et quand je dis en 5 minutes, je crois que je disais, oui, quand je dis en 5 minutes, j'exagère à peine. Donc on va parler un petit peu de cette petite bibliothèque et comment est-ce qu'elle fait sa magie. Donc si on va sur le site de Capacitor, il dit basiquement que c'est un runtime cross-plateforme pour construire web apps qui tournent nativement en iOS, natif et web. Ça ne veut pas dire grand-chose. En gros, on pourrait le voir comme l'héritier spirituel de Apache Cordova ou PhoneGap. Est-ce que vous avez déjà utilisé Cordova ou PhoneGap comme il s'appelait au début? Quelqu'un dans la salle? Oh, je vois quelques mains qui se lèvent. En gros, la idée c'est Cordova, c'est relativement ancien, il n'est plus très activement maintenu et il a toujours été relativement compliqué du point de vue des développeurs de l'utiliser sur ces applications. Cordova, voilà. Par contre, il a tout un écosystème. Capacitor, c'est on va faire la même chose que Cordova, on va faire d'une autre façon et on va en plus être compatible avec l'écosystème pour faciliter la tâche aux développeurs. En gros,
Tengo Capacitor, à différence d'Apache Cordova, ça va être une solution moderne, créée en 2017, basée sur les différents standards de marché. Ça s'installe via un simple paquet NPM. Il s'appuie au maximum sur les standards web, sur toutes les fonctionnalités que la plateforme web a maintenant et qu'il n'avait pas au moment où Apache Cordova est apparu, et avec une architecture customisable à base de plugins. En gros, chaque nouveau target de compilation, c'est simplement un plugin qu'on ajoute sur Capacitor. Donc un plugin pour Swift, un autre pour Java et Android, etc. Mais de votre point de vue, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que ça a été construit pour être vraiment developer-friendly. Comme je vous disais, l'objectif, c'est que vous preniez une application web quelconque et très rapidement, vous soyez capable de la déployer dans l'Apple Store et dans le Play Store sans prise de tête. Que ça marche sur Angular, sur React, sur votre vieille appli jQuery qui tourne encore dans un coin, que ça soit complètement agnostique de ce que vous utilisez et que ça soit pas une prise de tête. Donc, bien entendu, au moment où on va déployer derrière dans le store, vous aurez besoin d'avoir les outils installés sur votre machine, Android Studio, Xcode, mais à part ça, le reste est pris en compte par la librairie. Et à ce moment, il y a souvent quelqu'un dans la salle qui a vu que j'ai parlé pendant des années de Web Component et qui a vu que j'ai fait aussi cette année beaucoup de talks sur Flutter, qui commence à me dire, mais tu es un peu gonflé, mec. Attends, un jour tu viens nous parler de Flutter, la semaine dernière tu nous parlais de Web Component, maintenant tu nous parles de Capacitor, tu as un petit problème de cohérence, non? Bah, au fait, pas tout à fait. Pour moi, à la base, je reste convaincu que la plateforme de choix, c'est le web. Et que des choses comme les PWA sont vraiment la bonne idée pour mettre des applications web à disposition d'un maximum de monde. Là, la photo, c'était à Google I.O., le jour où Google a annoncé le PWA. Je me souviens, en retournant de San Francisco, j'avais commencé tout de suite à jouer avec. Personne ne croyait vraiment, ça a l'air chouette, et depuis, je ne démords pas. Je connais aussi très bien les chiffres. Et les chiffres sont très sympas, parce que selon avec qui tu parles, ils vont les faire dire une chose ou son contraire. Ils vont te dire, ouais, les gens passent énormément de temps sur les applications, beaucoup plus que sur le web. En gros, les gens passent sur leur téléphone peut-être 11 minutes sur les navigateurs versus 200 minutes sur les applications. Alors, tout le monde devrait faire des applications. Et à côté, il y a les gens qui sont plutôt full web, qui vont te dire non, 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 non. Mais les gens, ils découvrent les choses par les web et au fait, dans les applications, ils se centrent sur quelques-unes et si tu veux que ton site ait une opportunité, ton application ait une opportunité d'être découverte, tu as beaucoup plus d'opportunités sur le format web. Et en fait, les deux statistiques se tiennent. Pensons un moment à votre utilisation à chacun des téléphones. Est-ce que, mis à part pour des jeux, vous installez souvent de nouvelles applications? Est-ce que quand vous êtes sur Twitter, vous voyez un tweet sur un article de presse qui vous intéresse, vous allez sur le site de Monde, de Point, de n'importe quel journal, et il vous met ce pop-up profondément dérangeant de « Eh oh, on a une appli, tu veux l'installer ?» Est-ce que quelqu'un l'a déjà installé? Oh mince. C'est à ce moment que j'ai une petite pensée pour tous ces développeurs qui ont passé des semaines et des mois à installer, à développer, à maintenir, à faire évoluer toutes ces applications que personne n'utilise. Est-ce que vous avez installé l'appli de la FNAC? Mince alors, les pauvres développeurs de la FNAC. Je ne vais pas continuer sur l'appli Leroy Merlin parce qu'ils sont à côté, peut-être ils sont sur la salle et ils vont me gronder, mais voilà. Effectivement,
il y a un énorme problème avec les applications aujourd'hui. Le gros problème, c'est ça. Aujourd'hui, les 20 applications les plus utilisées, et il ne faut pas se leurrer, on les connaît tous. Pourquoi vous utilisez des applications? Pour les mails, pour vos réseaux sociaux, pour les applis qui sont assimilées à les réseaux sociaux, des Instagram, des Snapchat, ça dépend de votre âge, de Facebook, si vous êtes plutôt vieux et ringard maintenant. Donc, vous installez les applis pour des choses qui vous tiennent à cœur, dans lesquelles, par nature, vous allez passer du temps. Et sur ces applis-là, sur les 20 premières, ils consomment grosso modo 80% de temps d'utilisation, 20 applis. Les 60, 80, 100 millions d'applis restantes se partagent les miettes. Donc, si vous avez une appli web et votre manager vous dit il faut qu'on fasse une appli native pour cette appli web, ok, si vous pensez que vous allez la mettre dans cette top 20, foncez, dépensez tout l'argent qu'il faudra, parce que là, c'est de suite intéressant. Si vous n'êtes pas dans ces 20% et vous allez vous partager les miettes, moi, je serai beaucoup plus dubitatif sur l'intérêt d'avoir une appli native aujourd'hui. Mais attends, Horacio, tu nous dis que tu vas nous expliquer comment transformer une appli web en native. Je crois que tu t'es égaré encore. Non. En fait, je pense que nous, notre rôle en tant que développeur, ou en France, on aime bien avoir les titres d'ingénieur informatique. Notre rôle, c'est comme pour tout ingénieur, savoir choisir les bons outils pour les bons use cases. Et chaque outil a un use case différent. Aujourd'hui, quand est-ce que moi, personnellement, je ferai une appli native? Pas pour faire l'appli pour un journal, ou pour la FNAC, ou pour le Roi Merlin, pour des choses que l'utilisateur arrive de temps en temps, qui n'a pas envie d'encombrer son téléphone avec, qui veut simplement trouver une information, faire un achat, partir, et la prochaine fois qu'il voudra, il va à nouveau revenir sur le site web. Par contre, si vous voulez faire une expérience plus qu'une application, quelque chose qui va engager l'utilisateur, le prendre de temps, quelque chose sur les côtés animés, esthétiques et très demandant, quelque chose qui n'est pas simplement une recherche d'information, un achat. Là, ça a du sens de faire des natifs. Là, c'est là où le web ne peut aujourd'hui et peut-être il ne pourra jamais égaler ce qu'on peut faire en natif. Et dans ce cas, si vous voulez un conseil, essayez Flutter, ça vaut la peine. Vous auriez Android et iOS en full natif, à 60 FPS, super bien. Mais ça, c'est pour moi le seul use case qui demande aujourd'hui d'aller vraiment dans le natif. Pour la plupart d'autres besoins, aujourd'hui, une Progressive Web App est plus que suffisant. Donc, le talk fini et je pars. Non. En fait, il y a un use case particulier dans lequel prendre une appli web et la déployer sur le store fait sens d'une façon un peu tordue. C'est quand il y a des raisons non techniques, non objectives d'être sur le store. Pourquoi aujourd'hui tous les journaux ont une appli sur le store et tous sont conscients que ce n'est pas rentable? Parce que tous leurs petits camarades ont leur appli sur le store. Il y a des raisons de présence de marque, d'image de marque. Si tout ton segment de marché a des applis sur le store, tu ne peux pas décemment dire non, je ne suis pas sur le store. Même si ton appli va être utilisé par 50 personnes. Et quand vous voyez les stats de téléchargement des applis Android, vous voyez que des applis à 50 téléchargements dans toute l'histoire de l'appli, il y a à l'appel. Et sur ces 50, 10, c'est l'équipe de développeurs et les 10 restantes, c'est leur papa ou leur maman qui sont très fiers de l'appli de leur enfant. Donc, des fois, on est obligé d'être sur le store. Raison marketing, raison de marque. Mais, si on fait une vraie appli native, dans ce cas-là,
il faut trouver ou embaucher une équipe de développeurs Android, une autre équipe de développeurs iOS, ou trouver embaucher une équipe de développeurs Flutter pour faire les deux. Dans les deux cas, ça va avoir un coût. Il faut après que les applis soient maintenues, parce qu'il n'y a rien de plus pathétique que des applis morts-vivantes qui n'ont pas été mises à jour depuis 2014. Donc, il va falloir se compliquer la vie aussi. Quand vous faites un update côté web, il va falloir les traduire, les transformer côté Android, côté iOS. Et c'est là, c'est ce type de use case que si on est sincère, je pense qu'on est tous trouvés à un moment ou à un autre, que l'hybride, c'est une solution idéale. Et l'hybride, si on veut le faire bien aujourd'hui, pour moi, c'est des applications PWA, des applications Progressive Web App hybrides. Quand l'utilisateur arrive en mode web, les applis vont être bien faites, vont avoir un bon mode hors ligne, vont pouvoir proposer des notifications si l'utilisateur les accepte, vont pouvoir être mises en page d'accueil. Donc, vont avoir toutes les caractéristiques d'une Progressive Web App. Mais en plus, cerise sur le gâteau, on va utiliser une bibliothèque comme Capacitor pour les rendre disponibles sur le store. Et là, on couvre notre target d'images de marque, on a les téléchargements qu'on aura sur le store, on n'a pas à se trimballer des équipes de développeurs Android, iOS, ni de maintenance de 3 bases de code différentes. Donc, on arrive d'une forme pragmatique à répondre à ces contraintes marketing. Donc, Capacitor, c'est ce brique-là qui va prendre ta web app et en 2 ou 3 lignes de commande, il va la rendre, va générer les applis Android et iOS. Et voilà, vous pouvez les déployer tranquillement. Il faut avouer qu'au démarrage, j'étais relativement sceptique. Je me dis, OK, j'ai bossé avec Cordova longtemps, ça ne m'a pas laissé un beau souvenir. Pourquoi Capacitor serait différente? Et je voyais bien l'idée, ouais, c'est chouette, il va donner des super pouvoirs à ton appli, ouais, OK. Donc je me suis dit, autant tester sur une appli réelle. À l'époque, j'ai travaillé beaucoup sur une appli pour faire des requêtes sur une base de données time series, Word10. Donc c'était une appli complète dans laquelle il y avait des éléments riches parce qu'il y avait pas mal de data visualisation pour la réponse. Mais voilà, c'était une appli quelconque qui était déjà en mode Progressive Web App. Donc je me suis dit, tiens, on va voir comment est-ce qu'on fait pour pouvoir la mettre à disposition sur le store. Et je me suis dit, si ce qu'ils disent c'est vrai, ça serait aussi simple que ça. En gros, tu te mets sur le répertoire de l'appli, tu installes la dépendance Capacitor et l'outil en ligne de commande Capacitor. Ensuite, en utilisant cet outil en ligne de commande, tu initialises Capacitor. Là, ce qu'il va faire, il va te créer un fichier de configuration. On revient. Rien d'autre. Ensuite, un peu comme on fait sur Ionic, par exemple, c'est fait par la même équipe, ce n'est pas par hasard, je vais ajouter un target de compilation, la plateforme Android. Je vais modifier, et c'est la seule chose qu'il faut faire manuellement, je vais modifier le fichier de configuration pour dire à Capacitor où est le répertoire où il y a les livrables de mon appli. Parce que Capacitor, il a bien compris que les applis aujourd'hui, ce n'est pas la source qu'on va livrer à nos clients, c'est la version avec toutes les dépendances mises, mon bundle, minifié, etc. Donc, on lui dit où est-ce qu'il est livrable généré par mon appli. Et ensuite, on dit de Capacitor copy. Et là, il va prendre ce livrable et il va l'envelopper dans une shell, dans une enveloppe native pour les targets de configuration qu'on a choisi, dans mon cas pour Android. Il peut faire la même chose pour iOS ou par exemple pour Electron. Donc il va prendre ton appli et il va ajouter autour tout le nécessaire
pour qu'il y ait une appli native Android, iOS ou Electron qui, au démarrage, il ouvre une WebView qui pointe directement vers ton application. Ensuite, là, j'ouvre Android Studio, ou si je suis feignant, je l'ouvre directement en ligne de commande et le tour est joué. On va le faire tout de suite. En arrivant sur Android Studio, j'ai une appli. J'ai aussi, si je déclare le target Electron, une appli Electron classique. Boum, le tour est fait. Là, il faut avouer que ça m'avait un peu beaucoup bluffé. Donc, en termes de code, qu'est-ce qu'il a fait? Je crois que c'était l'appli de test, effectivement. En termes, il m'a créé un fichier de configuration. Comme je vous disais, il n'est pas très compliqué. Basiquement, la seule chose que j'ai dû modifier, c'est où est-ce que j'ai mis la version livrable de mon code. C'est une appli polymère, donc c'était le répertoire standard dans lequel les outils polymères me mettaient mon livrable. Ensuite, j'avais ajouté des targets de compilation, Electron et Android. Et là, c'est Capacitor qui m'a généré toutes les structures de projet, les gradles, ensuite, toute l'activité principale pour me créer une appli Android qui, au démarrage, il m'ouvre un WebView et il pointe directement à mon code qui a été copié là. Sur Electron, la même chose, sur iOS, la même chose. Là, je dis, bon, ça peut être un peu de potentiel, mais être présent sur le store, c'est simplement la première partie. C'est très important. J'ai testé avec, je crois que c'est déjà plus d'une dizaine d'applis différentes, ça n'a aucun problème. Si ce que vous voulez, c'est avoir votre appli mobile ou progressive web rapidement sur le store, c'est littéralement 5 minutes, mais Capacitor permet d'aller plus loin dans l'effort. Pourquoi? Parce que Capacitor va pouvoir ajouter une autre P à Progressive Web App, ou un encore plus progressif. Si on est sur le web, sur un navigateur ancien, ça va être une appli web qui se comporte très bien. Si on est sur un navigateur récent, c'est là le Progressive Web App qui intervient. Il va avoir les notifications, les service workers, la possibilité de l'installer en la page d'accueil, etc., etc. Et si en plus tu es en mode natif, tu vas pouvoir déclencher là, accéder à des capacités de terminal, accéder aux contacts, accéder à la géolocalisation précise, accéder à la boussole, accéder à des capacités que normalement, depuis les API web, tu ne peux pas encore faire bien. Donc, pourquoi Capacitor a été construit de cette façon-là? Parce que derrière, c'est fait par l'équipe Ionic. Si vous connaissez Ionic, depuis bientôt 5 ans, leur objectif, c'était faire des applis hybrides jolies qui s'adaptent au terminal à laquelle ils sont, que quand ils tournent sur le web, ressemblent à des web, quand ils tournent sur Android, ressemblent à Android, sur iOS, ressemblent à iOS. Ionic, ils ont dû refaire, tiens, quelques minutes encore parce que j'avance vite. L'histoire d'Ionic, elle est très drôle. Vous connaissez l'histoire d'Ionic ou pas? Non, pas trop? L'histoire est très drôle. Ils ont commencé en 2012. En 2012, à l'époque, les frameworks qui dominaient tout, c'était AngularJS. Tous les développeurs, la plupart des développeurs, wow, AngularJS, c'est génial, ça change les choses. Wow, comparé avec jQuery, c'est super. Et donc, à ce moment-là, la petite startup Ionic voulait faire de l'application hybride qui marche un peu partout. Donc, ils ont commencé à travailler pour créer des composants qui pouvaient s'adapter, voilà, que quand ils tournaient sur Android, ressemblaient à Android, quand ils tournaient sur iOS, ressemblaient à iOS, des super composants. Ils ont construit ça sur les frameworks que tout le monde utilisait, sur AngularJS, sur la forme de directives. Ils ont travaillé comme des malades pendant 2 ans et ils ont sorti Ionic 1.0.
et ça marchait super bien. Il y avait des composants qui permettaient de faire le même type d'interface utilisateur que dans les applis classiques. Ça marchait très bien en mode web. Il utilisait Cordova pour accéder aux fonctionnalités de téléphone. Et 6 mois après, il y a nos chers amis de Google qui disent « Au fait, AngularJS, on l'abandonne. On va sortir Angular, que c'est tout à fait pareil, mais complètement différent. » Déjà, ce n'est pas le même langage, ce n'est pas la même façon de faire, ce n'est pas le même outillage. Ah, et tous ces directives que vous avez fait pendant des années. Bon, je crois qu'on a une poubelle là dans le coin, vous pouvez les recommencer. Allez, bisous. Et littéralement, ce n'était pas Ionic le seul impacté, mais c'était parmi des millions d'utilisateurs d'AngularJS. Donc, Ionic s'est dit, bon, bah, il va falloir qu'on recommence, ça tombe bien, on a levé un peu d'argent, on peut se le permettre, on va s'adapter, c'est pas grave les amis, on va se relancer. Et ils ont passé les 2 années suivantes à faire des composants Angular en TypeScript, dans les règles de l'art, qui rentrent bien sur Android et iOS. Chouette, chouette, chouette. 2 années sont passées. Il sort enfin Ionic 2, que dans la foulée, ils l'ont transformé en Ionic 3. Et là, bah, le coup de pas de vol. Là où AngularJS était utilisé par 80-90% des développeurs, Angular arrive à peine à 30% et tous les développeurs hipsters parlent d'un truc qui s'appelle React. Mais, ah non, Ionic, je ne toucherai pas, c'est un truc pour Angular, c'est ringard ça. Mais moi, je suis un développeur React, je ne fais pas de JavaScript tout court, moi, je fais de React. Et grosso modo, se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient plus à attirer, qu'ils n'arrivaient plus à couvrir le marché. Et donc là, ils se sont dit, OK, on va faire une autre chose. On ne peut pas être dépendant d'un framework. On ne peut pas être dépendant aussi d'une brique aussi structurante que Cordova, qui est vieillissante. Il nous reste encore un peu de cash. On va faire encore une refonte, mais on va changer complètement de paradigme. Donc, on va faire une nouvelle version d'Ionic, qui est Ionic 4, qui est sortie cette année, basée intégralement autour des Web Components. Comme ça, les développeurs Angular vont pouvoir utiliser Ionic dans leur application sans problème. Les développeurs React aussi, et n'importe quel développeur, même les développeurs qui font des jQuery dans son coin. Et pour que ça puisse marcher, il faut que la partie déploiement sur le store soit complètement revue. Donc, on va créer une nouvelle brique, Capacitor, qui va gérer cette partie-là. Et on va la faire, OK, on est en 2017, on va la faire maintenant adaptée aux besoins actuels. Donc, on va présupposer que l'appli web qu'aujourd'hui un développeur va faire soit une progressive web app. Donc, on va essayer avec Capacitor d'ajouter une autre couche de progressivité sur ça. Et c'est comme ça que Capacitor est arrivé. Et aujourd'hui, Capacitor, il y a plein d'exemples sur le web qui l'utilisent avec Angular, avec Polymer comme dans mon exemple, avec Stencil, avec React. Ils sont complètement affranchis de ces contraintes-là. De la même façon que Ionic, aujourd'hui, il peut être utilisé directement sur n'importe quel autre framework ou sans framework. Et donc, moi, je me suis dit, on va se mettre à explorer l'application exemple, parce que l'application exemple de Capacitor, en gros, c'est un catalogue de toutes les fonctionnalités natives qu'il arrive à explorer. Bon, quand j'ai commencé à faire ça, c'était encore une alpha. Je vous raconte qu'est-ce que ça donnait à l'époque et qu'est-ce que ça donne aujourd'hui. Mais, en gros, l'application exemple, c'est un bon outil pour apprendre les possibilités de Capacitor. Elle marche très bien, il a un seul problème, c'est un exemple, ce n'est pas préparé pour la production. Donc les choses sont chargées directement en local, tu dois faire un build dans un répertoire, un build dans un autre, revenir dans un répertoire par an, mais ça permet très vite de tester. Donc j'ai suivi les instructions, voilà, il y a en gros 5 ou 6 étapes à faire, mais rien de très compliqué. Tiens, je me mets dans un répertoire, npm install, npm link, je change de répertoire, npm install, npm link, etc., etc. Et là, on arrive à une petite application. Et pendant que j'ai dit ça, je vais lancer mon Android Studio qui s'est mort quand mon ordi a redémarré tout à l'heure. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer tout ça en live. Et pendant que Android Studio redémarre, je reviens sur mon truc.
parce que c'est Android Studio. Si c'était rapide, ça se saurait. Et en gros, il génère mon... Là, tu as décidé de me... Ah non, non, tu n'es pas rapide. Voilà. Et là, ce qu'on a, c'est une application Android qui est plutôt bien, qui permet de jouer avec la caméra, qui permet de jouer avec l'information des terminals, qui permet de jouer sur la localisation, sur plein de choses qu'on va voir tout à l'heure. Donc, en mode Android, ça marche très bien, ça ne me surprend pas. Ce que je voulais vérifier, c'est que qu'est-ce que ça donne cette appli qui utilise à fond capaciteur et les capacités de terminal quand on l'utilise en mode web, c'est-à-dire sans utiliser tout ça. Et c'est là qu'ils ont fait plutôt bien les choses. Parce que derrière, ils ont fait simplement les mêmes parties que les Progressive Web App. Quand une capacité n'est pas présente, tu essaies d'utiliser la liste de contacts en mode web, il n'y a pas une API pour ça. Il ne va pas planter, il va simplement te loguer une erreur au cas où tu es développeur et tu as envie de le savoir, mais l'application va continuer. Il n'y a strictement rien de bloquant. Ce qui permet aussi très facilement d'ajouter ces couches progressives. La plupart de ces fonctionnalités, s'ils sont là, il va les montrer, il va faire quelque chose avec. S'ils ne sont pas là, il ne va pas les montrer. C'est comme les toasts. J'ai choisi un exemple très populaire ces derniers jours dans le web. Comme vous savez, les toasts n'est pas encore dans le web, mais si sur Twitter, vous verrez qu'il y a une polémique autour de ça. Là, il ne les montre simplement pas. Il va loguer quelques erreurs parce qu'il dit, tiens, il n'y a pas une implémentation web de post, mais l'appli continue à marcher, tu peux continuer à naviguer, tu peux continuer à faire ce que tu veux. Et quand tu arrives à des fonctionnalités qui sont supportées, l'appareil photo, il va me sortir l'appareil photo en utilisant l'API web pour se connecter sur la webcam plutôt que l'API native comme Canon en mode Android. Et là, c'est assez bluffant parce qu'un des plus gros soucis qu'on avait avec Cordova, c'était comment réussir à que ce qu'on avait fait pour le mode natif n'interfère pas avec ce qu'on a fait pour le web. Là, on a la caméra et automatiquement, quand il est en mode natif, il va attaquer l'API natif de la caméra et avoir les IHM natifs de la caméra. En mode web, il va attaquer l'API des navigateurs pour le contrôler la webcam et utiliser l'IHM de cette API-là. Donc, il va choisir à chaque moment ce qui est le plus adapté. Donc, pour moi, c'est ça qui me dit qu'on pourrait l'utiliser dans le monde réel parce que ça nous enlève le principal problème, c'est de devoir faire des codes spécifiques pour la partie native. Non, là, on peut faire le code tranquillement et, comme dans le cas de Progressive Web App, il va prendre la partie, ce qu'il peut faire à chaque fois et il va simplement ignorer le reste. Est-ce que mon Android Studio a bien décidé de revenir? Voilà. L'appli est sur un malentendu. Non, c'était l'autre appli. Non, ça c'était le test précédent avec l'appli de Warp 10. Elle a configure et build. Donc, je vais continuer et je reviendrai à la partie démo quand mon Android Studio sera prêt. Donc, je me suis dit, OK, j'ai pris une appli, je l'ai mis en Progressive Web App, c'était déjà 80% de mes besoins. Je l'ai mis en natif, c'était 80% de mes besoins, je suis content. Ensuite, j'ai testé les capacités d'aller plus loin, c'est sympa. Maintenant, il faut que je les teste sur quelque chose d'un peu plus délicat. C'est-à-dire, je vais créer une appli spécifique et je vais que le début soit pensé pour capaciteur. Je n'ai pas envie de m'embêter à utiliser un toolset quelconque, donc je ne vais pas faire à la façon officielle Ionic. Je vais voir qu'est-ce que ça peut donner un peu plus dans la durée. Donc, moi, j'ai passé beaucoup de temps à parler de polymère, donc je me suis dit, je vais la faire avec polymère. Mais polymère aujourd'hui, il est dans une phase de, on va dire, de changement ou de transition.
il y avait un polymère version 2 qui était très vieille, basé sur des outillages obsolètes, c'est-à-dire Bower. Ils sont sortis polymère 3, mais surtout pour des raisons de compatibilité, pour mettre tous les anciens composants compatibles avec un outillage moderne. Et il y a surtout LitElement, que c'est une super bibliothèque pour faire des composants web. Mais j'ai déjà vu qu'il y avait Philippe qui faisait un talk autour de LitElement aujourd'hui, donc je n'avais pas envie de faire le même. Je me suis dit, tiens, sur quoi on peut la faire? Bah, je me suis dit qu'une bibliothèque que j'utilise maintenant beaucoup pour faire des petits applis, c'est Stencil. Stencil, c'est aussi fait par les gens de Ionic, mais de façon complètement indépendante. Et c'est pas une bibliothèque pour faire des web components, c'est un compilateur. En gros, on va construire des web components et TypeScript avec un renderer qui utilise JSX, plein de petits touches sympas par-ci, par-là. Stencil va prendre tout ça et va les compiler en web component vanilla, sans utiliser aucune bibliothèque en temps d'exécution. Très, très petit, très performant. Moi, j'aime beaucoup comme solution aujourd'hui, même si je reste beaucoup plus à utiliser de LitElement pour des raisons qu'on dirait presque nostalgie. C'est une super solution aujourd'hui. Donc, je me suis dit, tiens, on va faire une petite appli à base de Stencil et on va les mettre capacitor en utilisant les capacités natives de terminal. Et je vais voir s'il y a vraiment un loup ou pas, parce que le exemple me semble un peu trop magique. Donc, j'ai fait une petite appli qui faisait, il y avait l'appareil photo, il fait 2 ou 3 démos de plus. L'appareil photo, il y avait mon appli qui faisait les media capture et les stream API. J'ai dit, je vais lever tout ça, je vais utiliser la façon capacitor. Je voulais donc avoir exactement le même comportement en Android, iOS, Electron et le web. J'ai fait mon petit embouille, je remplace toute la API média par des petites bibliothèques d'objets qui utilisent capacitor. Et là, sur la partie Android, ça marchait super bien. J'étais content. Sur la partie web, ça ne marchait pas du tout. Et c'est là que je me dis qu'il y avait quand même un petit côté magique dans leur démo. En fait, non, ce n'était pas le petit côté magique. C'était qu'il y avait, à un moment où j'avais commencé la démo, des choses qui n'étaient pas documentées. Depuis, ils ont expliqué plus en détail comment on fait ces parties magiques. Et ces parties magiques la font en utilisant ce qu'ils appellent des PWA Elements. C'est un petit catalogue de web components, des éléments. Et ce petit catalogue, il fait le côté magique des capacitors. Par exemple, il y a ici les PWA Elements pour la caméra. Donc, quand on fait notre appli, plutôt qu'utiliser l'API média ou une autre API, on va mettre dans notre appli ces composants-là, les composants Ionic PWA caméra. Et ces composants-là, c'est lui qui va faire la magie. Il va détecter si on est en mode web ou en mode natif. Si on est en mode natif, il va, via capacitor, appeler les plugins pour appeler l'application caméra native et l'amener. Si on est en mode web, il a l'implémentation en utilisant les Media API pour prendre l'appareil photo en mode web. Donc, pour tous les autres composants, il y a cette idée-là. C'est des composants intelligents qui vont choisir à chaque moment l'implémentation qui va être la plus amène à ce que tu veux. Et donc là, c'est avec ça que j'ai pu faire mon appli facilement. J'ai installé des PWA Elements. Je les importe sur mon appli. Et là, tout marchait. Tout marchait plutôt très bien. Donc, il y avait la même chose avec l'IHM adapté. À gauche, c'est la photo que tu as sur l'émulateur Android quand tu essaies d'utiliser l'appareil photo parce qu'il n'utilise pas vraiment. Est-ce que là, c'est revenu? Non, là, effectivement, c'était le projet photo, donc avec la petite application web que je vous disais. Donc, on va faire une requête vers le serveur Warten on le cloud. Je n'ai pas de réseau actuellement, donc ça tombe bien.
Mais bon, l'appli, elle est là, elle marche complètement. Il peut changer de serveur, etc. Donc là, c'était bien. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'était l'autre projet. Open. Capacitor. Capacitor, c'est celui-là. This window. Donc, après ça, je me suis dit, ok, capacitor, c'est sympa. Je peux l'utiliser parce que ça marche et surtout, ça ne me complique pas la vie. Depuis, je l'utilisais plus dans la vie réelle. Déjà, à la base, ce que j'ai testé plein de fois, c'est effectivement le côté magique. Tu prends ton appli, tu prends ton répertoire buildable, un coup de capaciteur, 5 minutes après, tu as un projet Android, un projet iOS, un projet Electron et tu déploies comme tu veux dans le store. Ça marche nickel et ça ne prend pas plus de temps que ça. Après, si tu as envie de plonger plus loin, si tu as envie de plonger plus loin, tu as toute une panoplie d'outils pour progressivement ajouter plus de fonctionnalités en mode natif sans endommager les fonctionnalités en mode web. Donc là, mon critère en général, c'est que ça vaut la peine de faire ça par des petits détails, par certaines fonctionnalités, où tu vois que plutôt que demander à la personne, par exemple, de mettre à la main une information, si on peut la récupérer directement le téléphone via, par exemple, sur la liste de contacts ou quelque chose comme ça, c'est intéressant, mais ajouter de la fonctionnalité pour l'ajouter, je ne vois pas trop l'intérêt. Par contre, on a tout ça. Il y a beaucoup de plugins déjà nativement sur Capacitor, mais la plupart des plugins pour accéder à des fonctionnalités exotiques qui existaient sur Cordova sont compatibles via une API de compatibilité qui sont faits sur Capacitor. Tu peux accéder depuis Capacitor. Donc, si tu veux aller dans les ajouts des features en natif, tu peux le faire tranquillement. En général, voilà. Ces parties-là, le temps qu'il va te consommer, ça dépend jusqu'à quel moment tu vas te mettre sur ces routes-là. Il marche. Aujourd'hui, la version 1.0 est là, et étant donné qu'il a passé une année et demie en bêta, elle est bien rodée, ça marche plutôt bien. C'est beaucoup plus simple que ce que j'ai jamais réussi à faire avec Cordova. C'est bien supporté. Cependant, il est encore un peu jeune, surtout en termes d'outillage autour. Il va encore te générer un projet Android et un projet iOS que tu vas devoir, via Android Studio Xcode, va compiler, builder, générer l'APK qui va bien et le déposer sur le store. Il y a des plans pour que ça se fasse automatiquement depuis la ligne de commande de Capacitor, comme ça se faisait pour Cordova, mais c'est dans la liste des choses à faire par les maintainers de projet, et ils ont préféré privilégier qu'il marche bien, qu'il y a des compatibilités, etc. Donc voilà, ça reste des petits détails. La doc, elle est beaucoup plus détaillée qu'il y a 6 mois, mais ça manque encore de quelques exemples, des tutoriels un peu plus complexes, des exemples plus détaillés, etc. Il est beaucoup plus user-friendly que Cordova. Il est extrêmement facile à utiliser. Donc aujourd'hui, mon avis, il est très extensible. Aujourd'hui, mon avis, c'est qu'il n'y a aucune raison pour ne pas connaître cet outil-là et l'appliquer là où vous avez un besoin. Vous n'êtes pas lié à aucune plateforme, à aucun framework. Le jour où vous dites, ou votre marketing vous dit, ça serait cool, l'appli qu'on a là, je la verrai bien dans le store. C'est ce jour-là que vous pouvez sortir votre capacitor et dire, OK, bon, je ne vais pas te dire 5 minutes parce que dans ce cas-là, tu vas me demander encore plus de choses. Donc, allez, dans 6 semaines, tu l'auras. Et là, poum, 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 tu fais un coup de capacitor, tu génères, tu testes, tu déploies sur le store. Donc, ce type d'utilisation, pour moi, c'est un outil que vous ne pouvez pas vous en passer aujourd'hui en tant que développeur web. Ensuite, commencez à utiliser les capacités natives et tout ça.
Ça se teste très bien. Commencez, vous verrez. Je pense que pour plein d'appris, ça peut ajouter des détails sympas. C'est sur le même principe que Progressive Web App. Et là, il me reste, je crois, qu'une minute ou deux. Donc, on va arrêter là et j'aimerais bien, si vous avez des questions plus concrètes, que vous me les posiez pendant que j'essaye de lancer, pendant ce temps-là, la petite... non, il n'a pas voulu s'ouvrir, celui-là. Je vais essayer de récupérer celui que j'avais sur DevOps. Donc, est-ce que vous avez des questions? Aucune? Je vois rien. Aucune? Oui. Non, tu peux l'utiliser sur une appli web complètement classique. Le côté simplement déployé sur le store, tant qu'il y a un répertoire dans lequel il y a un livrable avec un endpoint HTML que tu peux déclarer dans les fichiers de conf, ensuite, que ça soit des passes statiques, même sans rien de JavaScript, avec des HTML, CSS, que ça soit des jQuery, de l'AngularJS, de l'Angular, de React, quoi que ce soit, il va marcher. Là où je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de partir d'un PWA, c'est quand il va vouloir commencer à ajouter des fonctionnalités natives. Déjà, l'idée d'un PWA, c'est si tu as ton appli, avec un peu d'effort, tu peux la transformer en PWA. Tu vas déjà proposer des choses beaucoup plus intéressantes à tes clients. Capacitor va te proposer avoir une implémentation pleinement native. C'est un peu dommage d'avoir la partie web, la partie native, et ne pas faire l'effort de faire le Progressive Web App. Dans la philosophie, on te dit, ouais, c'est que serait quand même mieux que tu le fasses. Il n'y a rien qui t'oblige. Oui? Aujourd'hui, non. Il y a eu des discussions autour, mais aujourd'hui, sauf si j'ai loupé une discussion quelconque, ce qui pourrait être le cas, aujourd'hui, pas encore. D'ailleurs, si tu as des use cases pour les Trust Web Capabilities, on en parlera tout à l'heure parce que ça m'intéresse. Et voilà, je crois qu'avec ça, on a terminé. Mon Android Studio a toujours pas voulu lancer les bons projets. Donc, on arrête là. Voilà. Bah, écoutez, s'il y a une dernière question, oui. Oui. Est-ce qu'on a toutes les fonctionnalités de Service Worker quand on passe par Capacitor? C'est-à-dire, par exemple, les notifications, parce qu'en gros, ce qui manquerait, c'est les caches et les notifications, c'est ça? Oui, on l'a, parce que derrière, on va avoir une WebView qui va lancer un Chrome. Après, sur les notifications, il y a des plugins pour les rendre un peu plus, ne pas utiliser que les notifications web, mais basiquement, oui, il y a. Et avec ça, je pense qu'on a fini. J'espère que je ne vous ai pas trop endormi. Oui? Non, j'ai entendu parler de NativeScript, je l'utilisais, ce n'est pas tout à fait la même approche. Parce que NativeScript, c'est plus un outil style React Native. Tu ne fais pas de web vraiment. Ici, l'avantage, c'est qu'on part d'une application web. NativeScript, comme React Native, sont de très bons outils. Si tu pars directement sur une appli en NativeScript ou en React Native, tu peux même générer un target web, mais tu ne fais pas vraiment de web. Ici, on part de l'idée que ce qui est important, ce qui va amener les utilisateurs, ce qui est standard et marche partout, c'est le web. Donc, tu prends le web et tu le transformes en quelque chose de plus. Derrière, voilà, NativeScript, c'est très bien aussi, mais c'est un paradigme assez différent. L'idée, c'est transformer une appli web quelconque existante en neuf en natif. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu. Merci.